Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 228e briefing, alors qui va être aujourd'hui en format petit peu réduit d'une certaine façon, puisque je suis seul à Moscou et Igor va être seul à Paris. Voilà, aussi bien Arnaud que Pavel sont en mission et à différentes conférences, donc tout le poids de cet effort va porter sur tes épaules, Igor. Donc j'espère que tu as beaucoup de choses et que qu'on va pouvoir comment faire un briefing plein de nouvelles, des choses comme ça, comme d'habitude, mais je n'en doute pas une seconde. Écoute, donc je crois que tu vas commencer par tout ce qui est plutôt russe intérieur, politique, économique. Peut-être qu'on fera une petite pause avant d'aborder la partie plus habituelle de l'international, diplomatie militaire, choses comme ça, en prenant vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant le cours du discours sur tout ce qui est intérieur, politique, économique. Voilà, nous écoutons Igor. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais commencer par la partie économie et politique intérieure. Alors sur l'économie, assez peu de nouvelles cette semaine, mais néanmoins des choses intéressantes. Tout d'abord, l'indicateur qui s'appelle le PMI, l'indice d'activité des entreprises, des industries donc manufacturières russes, qui a augmenté au mois de janvier et de manière assez intéressante d'ailleurs, puisqu'il est passé de 50,8 points à 53,1 points, ce qui est notamment s'explique par l'afflux de commandes dans le secteur manufacturier, ce qui a permis de rebondir et ce qui dénote donc une hausse d'activité. La deuxième information, elle concerne l'inflation, un sujet que l'on suit de très près depuis maintenant un moment, puisqu'elle s'est manifestement stabilisée en ces derniers temps autour de 10%. Donc pas d'augmentation sensible, pas de diminution non plus, hein, malheureusement. En fait, on a constaté même ces dernières semaines toujours de petite augmentation de semaine en semaine, mais une augmentation qui s'essouffle. Parce que, par exemple, sur la dernière semaine de janvier et début février, cette augmentation a été de 0,16%. Alors que sur les semaines précédentes, cette augmentation était de 0,22, 0,25 et même 0,67% pour la première quinzaine de janvier. Tant et si bien que là, on constate, en tout cas pour vraiment les derniers jours, en glissement hebdomadaire en quelque sorte, qu'il y a un essoufflement de cette augmentation. Est-ce que c'est une tendance? On ne sait pas, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Les recettes pétrogazières de la Russie, en janvier dernier, elles ont augmenté de 17% en glissement annuel et sont établies à 790 milliards de roubles, ce qui fait donc, allez, en gros, 7 milliards, 7 quelque chose milliards d'euros, hein. Donc une augmentation de 17% par rapport à janvier 2024. Pour rappel, l'an dernier, donc sur l'ensemble de l'année 2024, les recettes pétrogazières ont rapporté au budget russe environ 108 milliards d'euros. Les ventes de voitures particulières neuves en Russie, le secteur automobile qui était extrêmement malmené en 2022-2023, eh bien, celles-ci ont augmenté de 11% en glissement annuel en janvier. Donc là aussi une augmentation assez intéressante, avec un peu plus de 100 000 véhicules neufs vendus, alors que ce soit des voitures ou des véhicules utilitaires légers, camions et autobus également. Donc, qui ont été vendus en Russie en janvier, donc 102 500 précisément. Néanmoins, on reste quand même en recul par rapport à ce qui a été constaté en décembre 2024, puisque par rapport à décembre 2024, ce niveau de vente est de 27% inférieur à ce qu'on avait donc connu fin 2024. Alors, secteur des voitures, du secteur automobile, comme je le disais, qui était particulièrement malmené après 2022, hein. On se souvient des départs précipités des constructeurs européens, des constructeurs japonais et sud-coréens notamment et leur remplacement partiel et en tout cas progressif par des constructeurs chinois. Alors, ce secteur automobile russe repart hein, depuis quelques mois maintenant, hein, rien de comparable évidemment avec
cette année noire de 2022, mais fait face à des difficultés, puisque avec un taux directeur à la Banque centrale de 21%, vous imaginez bien que les personnes qui en Russie souhaitent acquérir une voiture neuve et qui doivent pour cela souscrire à un crédit automobile, eh bien, vont être, comment dirais-je, obligés de le souscrire avec un taux d'emprunt extrêmement élevé, hein, de 25, 26, 27%, ce qui peut retarder leur achat ou le différer, voire l'annuler. Donc ça va être un premier problème pour le secteur dans les mois qui viennent. Et le deuxième problème qui est toujours lié en fait à cette question du taux directeur, eh bien, c'est que les usines en Russie qui auraient besoin de procéder à des investissements pour développer leur activité, hein, que ce soit des nouvelles chaînes de montage, nouvelles machines, nouveaux appareils. Là aussi, si elles sont contraintes d'emprunter, eh bien, avec un taux directeur à plus de 20%, elles auront un problème. Elles ne pourront pas non plus emprunter, alors même qu'il y a toujours des voitures qui sont importées directement de Chine, hein, qui sont produites en Chine, assemblées en Chine et ensuite exportées vers la Russie. Et évidemment, ça crée une espèce de concurrence déloyale, entre guillemets, par rapport aux industriels qui sont en Russie. Donc là, il y a un vrai problème qui va se poser assez immédiatement, en fait, hein, dans les semaines et les mois qui viennent à ce secteur, et ça risque de refroidir, en tout cas de ralentir cette reprise du secteur automobile. Raiffeisenbank, que les gens connaissent bien en Russie, a enregistré pour la première fois depuis de très nombreuses années une perte sur son actif russe. Alors vous savez que pour Raiffeisen, sa branche en Russie est systémique, hein. C'est une branche consiste en fait en la plus grosse partie de ses activités. Elle a enregistré une perte sur son actif pour 2024, puisque la division russe a généré un bénéfice net, hein, quand même de presque 900 millions d'euros, hein, équivalent de 900 millions d'euros, mais qui est en recul de 35% par rapport aux bénéfices générés en 2023, qui était pratiquement un peu plus de 1,3 milliard d'euros. Alors, ce recul est dû notamment à des tourmentes judiciaires dans lesquelles est embarqué Raiffeisen, enfin la branche russe de Raiffeisen en Russie. Mais néanmoins, à l'issue de l'année 2024, l'actif russe de Raiffeisen représente toujours 64% du bénéfice du groupe Raiffeisenbank International. Donc, comme je le disais, un poids systémique pour ce groupe. Je vais passer à l'activité politique qui était assez chargée, hein, contrairement à la semaine dernière qui était relativement calme. Alors, je vais commencer par la plus grosse affaire peut-être de la semaine en matière politique. C'est le placement sous management de Rosaviatia de l'aéroport de Domodédovo, déprivatisation en quelque sorte, puisque le 1er février, le bureau du procureur général a décidé de transférer la gestion de cet gros aéroport moscovite, hein, que nous connaissons tous, en tout cas pour les gens qui sont à Moscou, donc sous la gestion de Rosaviatsia, hein, qui est le régulateur fédéral pour l'aviation civile, suite à une enquête qui a été déclenchée contre la holding privée donc, qui s'occupait de cet aéroport et qui est détenue in fine par deux personnalités, deux binationaux, russes et étrangers. Monsieur Dmitri Kamenchik, hein, qui est résident en Turquie aux Émirats arabes unis, et Valérie Kogan, qui réside en Israël. Et donc, au motif qu'ils sont binationaux, en tout cas détenteurs d'une nationalité étrangère, et propriétaires d'un actif à caractère stratégique, eh bien, ils ont été, entre guillemets, dépossédés de leur aéroport, de leur actif, dans le cadre donc d'une déprivatisation, une nouvelle déprivatisation après celle qu'on a déjà connue au cours des 24 derniers mois. Là aussi, on a mis en avant, enfin, le bureau du procureur a mis en avant les conditions qualifiées de douteuses, ou en tout cas de troubles, de la privatisation, en tout cas de l'acquisition de cet actif par ces personnes il y a plusieurs années. Donc, c'était vraiment une grosse affaire cette semaine. La deuxième affaire, dans un autre registre, mais néanmoins importante, c'est celle qui porte sur Rosnano, puisqu'un tribunal moscovite a ordonné l'arrestation de trois anciens hauts dirigeants de Rosnano, un de cette Rosnano, donc la holding des nanotechnologies, haute technologie, nanotechnologie russe, hein. Donc, trois arrestations dans une affaire d'abus de pouvoir. Alors, c'est l'ancien directeur adjoint de Rosnano, l'ancien directeur général des finances et la responsable de la comptabilité de Rosnano qui ont été placés en détention pour presque 2 mois. Ils sont accusés d'avoir participé au détournement de 45 milliards de roubles du budget de l'État et d'après les enquêteurs, Anatoly Choubaïs, qui est
et un dirigeant emblématique de Rosnano, hein, puisqu'il a dirigé entre 2008 et 2020, serait lui-même impliqué dans ce schéma de détournement d'argent. Alors Anatoly Choubaïs, vous savez qu'il était représentant spécial de Vladimir Poutine pour les relations avec les organisations internationales. Donc ça, c'était avant 2022. C'est une figure emblématique des années 90 du camp libéral, hein, ce qu'on appelle le camp libéral, qui est resté en fait, même jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte, hein, une figure emblématique de ce camp libéral. Et en février 2022, il fait partie de ces personnalités qui quittent la Russie puisqu'on l'a retrouvé assez rapidement, fin février 22 ou déjà mars 22, d'abord à Istanbul, puis ensuite du côté d'Israël. Alors là, on voit qu'il est directement, manifestement touché par cette nouvelle affaire qui a éclaté cette semaine. Autre affaire dans la chronique, j'allais dire, de cette semaine, c'est l'arrestation du rédacteur en chef de Novaya Gazeta Ryazan, Monsieur Alexei Frolov, qui a été donc arrêté à Ryazan, puisqu'il est accusé avec d'autres personnes enfin, d'être impliqué dans une affaire d'extorsion. Il a été placé en détention provisoire et la branche de Ryazan de son journal a été immédiatement fermée, en tout cas a cessé ses activités suite à cette arrestation. Il y a eu également l'affaire Fonbet. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'affaires, hein. L'affaire Fonbet, que le directeur général de Fonbet, la grande société de paris en ligne, hein, de paris sportifs, on connaît tous les pubs Fonbet à la télé, dans la rue, dans le métro, dans les téléphones portables, hein. C'est véritablement une société qui est très, très, très populaire, hein, très visible en tout cas en Russie. Et alors, M. Sergei Anokhin, qui est le directeur, qui était le directeur général de cette société Fonbet et qui est l'ancien directeur de la Fédération russe de football, a été arrêté puisqu'il est accusé d'avoir versé plusieurs millions de roubles de pots de vin à des enquêteurs qui étaient en train de fouiller en fait des malversations, en tout cas là aussi des schémas opaques dans le cadre des fonctions qu'il occupait auparavant. Donc manifestement, dans le cadre de ces fonctions, la Fédération russe de football a donc été arrêté et placé en détention. C'est pour la chronique des affaires. Là, il y a ensuite une nouvelle nomination qui est intervenue aujourd'hui, qui est assez importante, puisque Yuri Borisov, qui était directeur général de la société Roscosmos, hein, la holding d'État Roscosmos, a quitté son poste aujourd'hui, poste qu'il occupait depuis juillet 2022, et il a été remplacé par le vice-ministre des Transports, Monsieur Dmitri Bakanov, qui a 39 ans, et un jeune, je vais dire, un jeune cadre, haut fonctionnaire. Alors Borisov, c'est quand même une figure, puisque auparavant, il a quand même pris, lorsqu'il a pris ce poste en 2022, en juillet 2022, comme je le disais, à la tête de Roscosmos, il a remplacé quelqu'un qui est très, comment dirais-je, qu'on connaît, hein, qui est Dmitri Ragozin, qui a pris donc d'autres fonctions, notamment, en tout cas, qui aspire à d'autres fonctions. Borisov, qui est donc très connecté avec le ministère de la Défense et les sphères comment dire, l'industrie de défense, notamment, hein, puisqu'il rapportait directement au président Poutine, auparavant aussi dans le cadre d'autres fonctions, euh, et les développements dans le domaine du complexe militaro-industriel. Il a quitté ses fonctions officiellement pour des raisons de santé. Un nouvel attentat cette semaine, on a tout entendu parler, hein, avec le décès de Armen Sarkisian, le président de la Fédération de boxe de la République autoproclamée du Donbass et fondateur de l'unité de volontaires Arbat, qui est décédé suite à donc l'explosion d'une bombe à l'entrée de son immeuble cette semaine à Moscou, hein. Donc, il a été visiblement, alors selon les enquêteurs, victime d'un attentat perpétré qui aurait pu être perpétré par un kamikaze. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu lire dans les derniers développements qui ont entouré cette affaire. Et donc, c'est donc un nouvel attentat, un nouvel assassinat ciblé après celui du général Kirillov en fin d'année dernière et de d'autres personnes à Moscou ou ailleurs en Russie depuis ces deux, trois dernières années. Quelques nouvelles du côté de Monsieur Bastrikin, le chef du comité d'enquête, hein, qui a proposé d'interdire la vente d'alcool aux personnes de moins de 21 ans, d'une part, et d'autre part, d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale pour les ventes de stupéfiants à 14 ans.
Donc une proposition assez détonnante qui a été faite cette semaine et qui fait écho à un autre événement qui est survenu dans la région de Vologda, où Russie unie a exclu un député à la Douma d'État, un de ses députés à la Douma d'État pour la circonscription de Tcherepovets, M. Alexei Kanaïev, puisqu'il avait critiqué la décision du gouverneur de la région de Vologda d'instaurer des limites horaires dans la vente d'alcool dans la région à partir du 1er mars, pour que les habitants de Vologda ne puissent plus acheter que de l'alcool en semaine entre midi et 14 heures. Donc on voit là des sujets qui se font écho et qui vont un petit peu sur le terrage de vis, un peu le contrôle de la consommation d'alcool, avec donc ces deux sujets-là. Voilà, je m'arrête là pour la partie économie et politique intérieure. On a peut-être déjà quelques questions. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a un certain nombre de questions déjà sur les affaires qui s'accumulent un petit peu. On nous demande est-ce que c'est un peu un effet du hasard de calendrier, choses comme ça, ou est-ce qu'il y a une volonté de côté opération main propre une volonté de pas détourner l'attention, mais enfin de porter l'attention du public sur d'autres choses que l'inflation et les difficultés en disant, vous voyez, on s'occupe y compris de tous les niveaux et choses comme ça, ou est-ce que c'est encore une fois des conflits habituels qu'on a vus en Russie depuis toujours entre des groupes qui veulent se prendre le contrôle les uns aux autres. Et quel est ton sentiment là-dessus? Bah, je dirais que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un contexte général qui est inflationniste, comme tu le dis, et donc, à ce titre-là, montrer qu'il y a des opérations, des coups de filet sur des gros poissons pour des affaires de détournement d'argent ou de pots de vin. Enfin là, on a quand même, j'ai quand même cité des sommes assez conséquentes. Pour Rosnano, 45 milliards de roubles, c'est pas rien. Les pots de vin à plusieurs millions de roubles, c'est pas rien non plus. Évidemment, ça a un effet, ça a aussi pour effet de détourner peut-être d'autres sujets, gros sujets comme l'inflation. Mais la deuxième réponse, c'est de dire que c'est aussi le produit de la lutte interne entre élites. C'est-à-dire que on voit que là, il y a quand même comment dirais-je, des opérations qui sont menées contre ce qu'on appelle l'aile entre guillemets libérale, jamais entre guillemets parce que ça n'a pas la même connotation en Russie qu'en Occident, mais évidemment, quand on s'en prend à Rosnano, bon, ben, derrière, c'est Anatoly Tchoubay. Ça, Tchoubay, ce n'est plus en Russie, mais comme je le disais, il incarnait encore quand même, c'était une des figures du libéralisme, notamment du libéralisme des années 90, qui a très mauvaise presse de manière générale en Russie. Donc c'est quand même s'en prendre à voilà un petit peu un symbole encore de cette mouvance-là et de ce courant-là. Et d'autre part, pour ce qui est du dirigeant de Fonbet, suivant les sources qu'on consulte, on peut voir qu'il est aussi cas dépendant ou qu'on le raccroche à certains cercles d'influence qui sont liés quand même à une aile euh, plutôt libérale ou techno-libérale, on va dire, technocratique qui est représenté dans le gouvernement russe. Donc et alors, pour ensuite toujours revenir sur Borisov, la nomination de Bakhanov, ça c'est aussi intéressant de voir que cette grosse holding Roscosmos, qui est pas rien, alors même si elle fonctionne pas aussi bien que souhaiteraient les autorités russes, parce qu'elle est toujours pas très profitable, il y a toujours des objectifs qui avaient été posés en termes de mise en orbite de nouvelles constellations de satellites, de projets de stations spatiales, etc., qui sont toujours dans les cartons en réalité, qui n'ont pas été faits. Bon, n'en demeure pas moins que ça reste quand même une structure qui peut susciter des convoitises, et notamment celle de Rostec. Or, M. Baranov ne relève pas des réseaux de Rostec, il appartiendrait là aussi, suivant ce qu'on peut lire à son sujet, plutôt au réseau de M. Saveliov, donc ministre des Transports. Et donc, quelque part, là, Rostec s'est fait couper l'herbe sous le pied à travers cette nomination. Qui donc lui passait sous le nez en quelque sorte. Donc il y a aussi des produits de compétition, de concurrence entre élites pour des actifs. Et alors la déprivatisation évidemment de Domodedovo, c'est une fois de plus un exemple de ça. On a pu en parler au cours des 18-24 derniers mois quand on a vu survenir les premières déprivatisations qui inquiètent beaucoup les milieux d'affaires en Russie. Là, on comprend bien que sous prétexte d'enquête
au sujet des conditions dans lesquelles les actifs ont été privatisés dans les années 90, etc. On revient quand même sur une partie du contrat social, hein, qui est en vigueur en Russie depuis plus d'une vingtaine d'années, au motif donc de l'opacité de ces conditions, hein, en quelque sorte. Et évidemment que là, on comprend bien que qui malheureusement est perdu par les uns est gagné par les autres. Et là, justement, on nous pose la question, là, c'est déprivatisation, c'est de la spoliation pure, ou est-ce qu'ils sont un peu dédommagés quand même? Enfin, c'est quoi le fonctionnement? Ah bah, à ma connaissance, eux, ils sont pas dédommagés. Enfin, j'ai pas suivi depuis, hein. C'est intervenu donc le 1er février, on est le 6. Je serais curieux de voir ce qui va sortir depuis, mais à ma connaissance, ils ont perdu purement et simplement la propriété, enfin la jouissance de leur actif. Donc là, une fois de plus, au motif qu'ils sont résidents étrangers, titulaires d'autres passeports, etc. Donc pour l'instant, non, ils ont tout simplement perdu le contrôle de leur actif. Est-ce que ça pourrait leur être restitué dans un avenir plus ou moins proche, après qu'on ait trouvé, je sais pas, une voie de sortie? Peut-être. Là, en l'occurrence, c'est Rosaviatia qui l'a récupéré. C'est pas un privé, c'est pas une ligne qui appartient à un autre oligarque ou je ne sais quoi pour l'instant. Mais on peut très bien imaginer que Rosaviatia ensuite décide de mettre aux enchères ou de vendre ou de transférer ça à un autre propriétaire, une autre holding qui serait montée peut-être par plusieurs personnes. Et là, évidemment, bon, bah, entre guillemets, la messe sera dite, hein. Oui, non, mais la question, c'est plus exactement, on peut comprendre théoriquement que l'État puisse souhaiter que ce soit pas des étrangers qui contrôlent ça ou ça, mais donc à ce moment-là, on peut leur racheter leur affaire. Enfin, au moins, Bon. c'est une nationalisation. On a connu ça en France ou ailleurs. Donc Ah, au contraire, il semble que le prétexte ce soit de dire oui, mais ça a été mal fait au départ, donc c'est pas clair. Et c'est voilà, je pense qu'on est plutôt là-dessus c'est probablement. plutôt là-dessus. Alors, il y avait déjà eu une tentative de mémoire, je sais plus si c'était 2011 ou 2013, de, de, de remettre Domodédovo dans le giron de l'État, en quelque sorte, mais qui n'avait pas, là aussi, à travers une procédure par le parquet, le bureau du procureur, mais qui n'avait pas abouti, enfin, ça n'avait pas fonctionné. Bon, là, cette fois-ci, visiblement, évidemment, le contexte est tout à fait différent, mais ça a marché. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas eu de dédommagement, même symbolique ou quoi que ce soit. Alors, une fois, ça ne veut pas dire peut-être qu'au final, on va trouver un arrangement, qu'ils vont trouver un arrangement. Mais à ce stade, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas ce qui s'est produit. Alors d'ailleurs, il y avait une question qui revient qui dit peut-on aussi soupçonner des raisons sécuritaires derrière la déprivatisation de Domodédovo? Probablement, j'imagine. Il y a aussi ce côté, Bah, on veut que ce soit pas des étrangers ou porteurs de passeports étrangers qui possèdent ce truc important pour l'État, quoi. Je pense que ah, mais absolument, mais c'est même la première raison qui est mise en avant par les autorités publiques. oui. C'est de dire, au nom justement de la sécurité de l'État et en lien avec la possession par des personnes étrangères ou détentrices de passeports étrangers d'actifs considérés comme stratégiques pour la défense de la Russie ou le fonctionnement, j'allais dire, stratégique du pays. Un des aéroports moscovites, en ce sens-là, on peut comprendre que ça a un caractère évidemment stratégique. C'est effectivement ce qui est mis en avant. Domodédovo, c'était de mémoire pour les 10 premiers mois de l'année dernière, c'est quasiment 13 ou 13,5 millions de passagers. C'est énorme. Et pour ceux qui y sont allés récemment, il y a toute une nouvelle aile qui a ouvert, un nouveau terminal, hein, qui a en fait, qui a ouvert donc depuis quelques temps, depuis quelques mois, qui est en fait l'équivalent un peu comme un mall, hein, avec des galeries de commerce, du duty-free, des food courts, des restaurants, etc. Parce que j'allais dire, le bâtiment historique de Domodédovo était complètement saturé, hein, là aussi, pour l'avoir pratiqué. On se souvient que les salles d'embarquement, il y avait nulle part où s'asseoir. Enfin, c'était assez pénible, hein. Il faisait chaud. Quand il y avait plusieurs avions qui partaient au même moment, évidemment, deux portes à côté l'une de l'autre, on avait tout de suite des dizaines de passagers. Enfin, c'était assez n'importe quoi. Et donc, ils ont ouvert cette nouveau terminal, enfin, une bâtisse qui est un peu attenante, qui est bien plus moderne, avec, comme je l'ai dit, plein de boutiques. Il y avait des compagnies, y compris étrangères, qui partent
de ce terminal-là. Alors jusqu'à récemment, notamment, il y avait Royal Air Maroc qui partait de Domodédovo. Ils ont basculé sur Sheremetyevo depuis 15 jours, je crois, de mémoire. Mais le Moscou-Casablanca partait tous les jours de Domodédovo, par exemple. Bon. Donc ça aussi, peut-être que ça a aiguillé certains appétits de se dire, là, on a un aéroport, il y a une tendance où les Russes voyagent de plus en plus, prennent encore plus l'avion, malgré le prix des billets qui a flambé, etc. Il y a un nouveau terminal, des boutiques, etc. Bon, peut-être que là aussi, ça a donné des idées à certaines personnes. On verra comment cette histoire va se dénouer. Oui, tout à fait. Alors, on va faire un grand écart avec une question qui n'a absolument rien à voir. Comment les Russes ont-ils réagi au lancement du concours de la chanson Intervision par Vladimir Poutine? Alors là, je dois confesser mon ignorance sur le sujet. Je sais pas. Je crois que c'est assez populaire. Parce que j'ai vu passer des sondages, notamment sur des canaux Telegram, qui sont pas forcément d'ailleurs spécialisés sur ce type d'actualité, mais qui ont lancé des petits sondages qu'on peut préparer là, sur les réseaux sociaux, vous cochez les cases, etc. Et je voyais qu'il y avait quand même, suivant le canal, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui jouaient le jeu du sondage. Bon. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine popularité. Les Russes, en général, aiment bien ces événements musicaux. Oui, puis pour en remplacer l'Eurovision, donc faut bien que les chanteuses russes puissent s'exprimer. Voilà. Eh bien, écoute, on va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent sur l'intérieur, mais on va passer directement maintenant à l'international. Donc, prends ta, ta casquette internationale et nous t'écoutons. Alors, le gros sujet de la semaine, c'était la suite de la séquence, bien évidemment, consécutive à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec toutes les petites phrases, les sorties médiatiques sur le conflit en Ukraine. Alors, il y a eu quand même quelques dénouements assez intéressants ces derniers jours. Là, encore, à ce stade, il n'y a rien de concret. On n'a pas un plan de paix qui a été publiquement présenté par les États-Unis. Donc là-dessus, il y a pas grand-chose de nouveau, mais on est toujours sur donc, cette séquence où on teste un petit peu l'adversaire, cette séquence des ballons d'essai. Alors, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Kate Kellogg, dont on a déjà beaucoup parlé, a déclaré notamment en fin de semaine dernière que les États-Unis souhaitaient que des élections présidentielles et parlementaires aient lieu en Ukraine dans le sillage de l'accord sur la cessation des hostilités. Et très préférablement dans le courant de l'année 2025, enfin d'ici la fin de l'année en tout cas. D'après Bloomberg, ce qu'on croit comprendre, c'est que Kate Kellogg va se rendre à Kiev dans les jours qui viennent. Il devrait se rendre aussi dans certaines capitales européennes, dans cette nouvelle tournée donc, qu'il devrait réaliser en Europe, et passer par Munich, où va s'ouvrir dans une dizaine de jours la fameuse conférence sur la sécurité de Munich. Et à l'occasion de cette conférence sur la sécurité de Munich, il est censé, d'après Bloomberg, présenter le plan d'administration Trump pour la cessation des hostilités en Ukraine. Sauf qu'on ne sait pas à ce jour ce qu'il y a vraiment dedans. On a entendu depuis cet été certaines idées, on a entendu ces déclarations, ces interviews. On sait qu'en gros, au sein de l'administration Trump, il y a un petit peu deux camps. Il y a le camp de ceux auxquels appartiendrait le général Kellogg, qui sont favorables à ce que l'Amérique fasse plutôt pression sur la Russie que sur l'Ukraine. Mais il y a aussi, au fond de cette administration, des gens qui disent, si on veut aller vite, moyen le plus court, c'est plutôt faire pression sur l'Ukraine pour que le conflit s'arrête le plus vite possible. Bon, on ne connaît pas un rapport de force entre ces deux, j'allais dire, ces deux courants au sein de l'administration, mais visiblement, c'est un élément à prendre en compte. Alors, ce sujet de l'élection en Ukraine, donc, ce qui est intéressant, c'est que cette sortie de Kellogg, elle intervient quand même après la séquence que j'avais évoquée la semaine dernière, donc, notamment les nouveaux commentaires de Vladimir Poutine sur le registre selon lequel Volodymyr Zelensky n'est pas légitime pour signer un quelconque accord que ce soit, parce que il a outrepassé son mandat est complètement périmé, et que par conséquent, s'il signe quelque chose, dans l'avenir, il sera toujours possible de dire que sa signature n'était pas légitime parce que, il n'était plus élu et qu'il fallait passer par un nouveau cycle électoral. Bon. Mais c'est un argument que les Russes mettent en avant depuis plusieurs mois et qui consiste à dire que donc, Zelensky n'est plus légitime et que même la Rada devrait être quelque part réélue. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ensuite l'annonce de Kellogg. Et parallèlement à cela, il y a une interview de Tucker Carlson, qu'on ne présente plus, alors qu'il n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'administration Trump, mais que l'on sait très très proche
du président américain et, j'allais dire, de son appareil, hein, je parle de son premier cercle. Et il donne donc une interview là, en fin de semaine dernière dans laquelle il y a des mots très très durs à l'égard de Zelensky qui qualifie quand même de dictateur. Il dit il n'est pas élu, il n'a plus aucune légitimité. Et donc là, on peut se demander est-ce qu'il ne fait pas passer un signal? Est-ce qu'il ne fait pas passer justement un signal, en tout cas, qui émanerait de cette aile que je présentais un petit peu avant, qui est plutôt favorable à faire la pression sur l'Ukraine plutôt que sur la Russie pour aboutir le plus vite possible à une cessation des hostilités. Bon, en tout cas, c'est des choses à prendre en compte dans le contexte, hein, dans le fond de l'air. L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis a tout de suite fait savoir que l'Ukraine était tout à fait disposée à organiser des élections d'ici la fin de l'année. Les livraisons d'armes à l'Ukraine qui étaient suspendues par les Américains pendant quelques jours ont apparemment repris depuis le début du mois. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans le cadre de ce contexte hein, autour des négociations. Et alors, il y a eu la dernière sortie de Donald Trump, c'est celle sur le sous-sol ukrainien, puisque le 3 février, le président américain a expliqué que les États-Unis souhaiteraient conclure avec Kiev un accord en vertu duquel finalement les Américains pourraient disposer du sous-sol ukrainien où il y aurait d'immenses réserves de terres rares, et notamment les premiers gisements d'Europe de lithium, en échange donc de l'aide militaire des États-Unis, enfin même de l'aide tout court des États-Unis. Alors, sachant qu'on ne sait pas très bien si cet échange ça porte sur finalement rembourser l'aide que les États-Unis ont déjà apportée à l'Ukraine, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards de dollars, donc en se remboursant sur le sous-sol ukrainien, ou est-ce que c'est pour financer la suite? Ça, c'est pas trop précis, mais en tout cas, il y a ce schéma-là qui a été évoqué par Donald Trump. Alors, sauf que le problème, c'est en valeur, hein, l'essentiel de ces richesses se trouve dans le sous-sol qui est sous contrôle de l'armée russe et pas sous contrôle des Ukrainiens. Donc là, il y a quand même un problème dans les modalités d'application de cette idée de schéma. Euh, il y a, qu'est-ce qu'on a relevé? Ben, aujourd'hui, la visite du nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, Monsieur David Lammy, qui était à Kiev aujourd'hui. Et ça aussi, c'est intéressant de le relever. Alors, les Britanniques sont des visiteurs réguliers, enfin les officiels britanniques sont des visiteurs réguliers hein, de la capitale ukrainienne, même, puisque même quand ils ont quitté leur poste, les anciens premiers ministres britanniques y retournent encore à l'occasion. On a vu M. Johnson, par exemple, y aller évidemment à l'époque où il était Premier ministre, mais il est retourné après avoir quitté le Downing Street. Hein. Mais là aussi, pour en revenir à l'interview de Tucker Carlson, il a, dans le cadre de ces propos-là que j'ai évoqués, aussi expliqué que M. Zelensky était très proche des services britanniques. Et, une fois plus, et ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas, j'allais dire, publiquement à ce niveau-là, aux États-Unis. Une fois de plus, M. Tucker n'occupe aucune fonction officielle dans le gouvernement américain, mais compte tenu quand même de sa proximité avec la Maison-Blanche, avec Donald Trump et les autres, peut se demander s'il ne fait pas aussi passer certains messages. J'ai relevé, alors, au niveau de l'aide militaire, deux choses. L'aide militaire de la Suède, puisque Stockholm a octroyé le plus important paquet d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début du conflit, enfin pour la Suède, hein, puisque c'est un paquet de 1,2 milliard de dollars qui a été donné donc, cette semaine aux Ukrainiens. Donc des fournitures d'armement directement, mais aussi des investissements dans le complexe militaro-industriel ukrainien. Et pour la France, la nouvelle qui a été annoncée ce matin par Monsieur Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense, c'est l'arrivée des premiers Mirage 2000 français en Ukraine. Qui avaient été promis par Paris l'an dernier. Donc un premier lot qui est arrivé aujourd'hui en Ukraine. J'en reviens à Volodymyr Zelensky qui s'est dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine. Et ça aussi, ça fait partie du jeu dans lequel on se trouve aujourd'hui, puisque les deux, aussi bien les Russes que les Ukrainiens, publiquement, officiellement, se disent prêts à discuter. Les Russes, c'est pas nouveau, ils disent depuis le début, en fait, qu'ils sont prêts à discuter et que les conditions sont connues, et ils le répètent quand même tout à fait régulièrement. Les Ukrainiens, au début, évidemment, c'était pas. Au début, ils ont négocié, puis après avril 22, les ponts, on rentre uniquement sur le scénario militaire. Et là, depuis que Trump est arrivé, évidemment, il y a un changement de musique et les Ukrainiens se montrent un peu plus ouverts à l'idée de négociation. Et là, Volodymyr Zelensky, dans une interview qu'il accorde à une chaîne télévisée britannique, dit: Je suis prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine. Le problème, c'est qu'il a signé un oukase en octobre 2022 dans lequel
il stipule clairement que toute négociation avec la Russie est illégale tant que Vladimir Poutine est au Kremlin. Donc là, il y a un sujet. Et d'autre part, dans cette même interview, il explique que si on n'offre pas à l'Ukraine une place, j'allais dire, en tant que membre au sein de l'OTAN, alors en termes de garantie de sécurité, il faudra lui livrer des armes nucléaires. Donc ça, évidemment, il a donné une interview assez tonitruante, hein, de ce point de vue-là, c'est à la télé britannique. Euh, Sur les négociations, d'après Reuters, il y a deux pays qui sortiraient du lot en tant que pays hôte potentiel pour accueillir les pourparlers, les futurs pourparlers, et tout d'abord une rencontre entre Poutine et Trump, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Reuters cite des sources russes notamment, hein, pour étayer anonyme, hein, pour étayer son article. Et là, ça renvoie en fait à ce que notamment j'ai pu expliquer pendant plusieurs des séances précédentes, hein, sur qui pourrait accueillir, etc. Bon, et j'avais dit à plusieurs fois, plusieurs reprises que le Golfe était quand même bien placé pour tout un tas de raisons. Ils sont effectivement, ils n'appliquent pas les sanctions, ils livrent pas d'armes à l'Ukraine. On se souvient de la visite. Ils sont pas dans l'accord de Rome. Donc pour ce qui est du mandat qui pèse sur Vladimir Poutine de la Cour pénale internationale, il n'y a pas de problème. D'autant plus que Vladimir Poutine s'est déjà rendu aussi bien aux Émirats Arabes Unis que à Riyad l'an dernier. On s'en souvient, hein. Souvenez-vous notamment l'accueil vraiment en grande pompe, hein, qui avait été réservé au chef d'État russe par les Émiriens il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était assez impressionnant. Bon, donc ça a déjà eu lieu, il y a déjà eu entre guillemets un test grandeur nature avec un déplacement de Vladimir Poutine dans la région qui s'est très bien passé, ce qui là aussi plaide en faveur d'un de ces deux pays pour accueillir des entretiens entre les deux présidents, en tout cas dans un premier temps. Et puis, pour finir sur le Golfe et le pétrole, en tout cas, des nouvelles de l'OPEP+, hein, vous savez, donc le cartel pétrolier de l'OPEP, plus des pays qui sont pas membres de l'OPEP, mais qui jouent le rôle de l'accord, qui jouent le jeu de l'accord OPEP+, signé en 2016, eh bien, l'OPEP+ a reconduit ses quotas de production de pétrole jusqu'à la fin 2026, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue en vidéoconférence le 3 février dernier. Pourquoi c'est important? Parce que Donald Trump avait très clairement fait comprendre aux Saoudiens, notamment, hein, qui sont les grands chefs au sein de l'OPEP, qu'il serait bien d'augmenter la production de pétrole, hein, pour faire baisser les prix de l'énergie. Et on voit bien que les Saoudiens là ont répondu, bah, par une décision collégiale en quelque sorte que, eh bien, il n'était pas question, on reste sur les mêmes quotas de production que l'an dernier, qui manifestement ont été respectés par les différents comment dire, protagonistes de cet accord, dont la Russie. Et deuxième décision, non moins symbolique mais intéressante, c'est que l'OPEP+ a décidé d'exclure l'Agence américaine pour l'information sur l'énergie, le EIA, excusez-moi, des sources qu'elle utilise pour évaluer la conformité de la production de pétrole avec les quotas qui ont été décidés. C'est-à-dire, ils utilisent plusieurs agences internationales ou étrangères pour ça, et là, ils ont exclu les Américains. Donc, c'est quand même aussi un signal d'un rapport de force qui est engagé avec les Américains, les Saoudiens aussi, hein, quand même, néanmoins, mais pas seulement, avec les Américains sur le sujet du pétrole qui est extrêmement sensible pour le président américain y compris. Et puis alors un dernier point sur Euroclear, vous savez, c'est l'organisme qui détient une grande partie des actifs russes gelés sous juridiction euro, hein. Eh bien, Euroclear se prépare à transférer 2 milliards d'euros à l'Ukraine qui proviennent des revenus générés par les actifs russes gelés. Le premier paiement d'1,5 milliard d'euros a été effectué en juillet dernier. Euroclear a reçu un petit peu moins de 7 milliards d'euros de revenus d'intérêt provenant des investissements des actifs russes gelés fin 2024. Et donc, la prochaine tranche de 2 milliards qui devrait intervenir de mémoire au mois de mars. Oui, ce sont des sommes non négligeables, comme on peut dire. Voilà. Alors, pour finir, parce que je regardais un peu les questions, mais en réalité, tu as répondu pratiquement à tout. Alors, pour finir, on va juste poser la vraie question qui nous intéresse tous, parce que c'est la l'ethnie passionne depuis toujours le briefing ici. On nous dit la dirigeante de la Gagaouzie aurait été Hum. arrêtée par Chisinau à l'aéroport lors de son retour de Turquie. On sait vous plus sur cette histoire. Non, non, je dois confesser que ça m'avait échappé. J'avais pas vu que.
C'est Madame Goutsoul, j'imagine, donc J'imagine aussi. Oui. la Gagouzi qui a été arrêtée. Non, non, ça, je j'ai pas de nouvelles, mais je regarderai. Voilà. Tu as donc une mission pour la semaine prochaine. Nous voulons tout savoir sur la saga Gagaouza. Voilà, merci infiniment Igor pour cet effort extraordinaire d'avoir balayé avec autant de talent, ben, comme toujours, tous ces sujets d'économie intérieure, de politique, qui étaient bien fournis cette semaine, plus toutes les questions internationales. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, pour notre 229e briefing. D'ici là, eh bien, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.